J'ai découvert que ma copine me trompe. Non seulement elle l'a fait à 2 reprises, mais en plus de ça, je vais vous dire précisément comment ça s'est passé, comment j'ai découvert que ma copine me trompait dans mon dos, sans me l'avoir dit, évidemment, sans aucun signe annonciateur, comment ça m'est tombé dessus, comment vous pouvez savoir, vous aussi, si votre copine vous trompe, pour les personnes qui sont en couple et qui écoutent ce podcast. Et surtout, je terminerai ce podcast par la grosse leçon de fin, assez controversée, tranchante, mais qui va vous aider à mieux vivre vos relations hommes-femmes, et puis surtout à vivre des relations beaucoup plus épanouissantes, grâce à ce vécu que je vais vous partager, puisque j'ai été trompé à 2 reprises, et donc du coup, j'ai fait le crash test pour vous, et je vais vous dévoiler tout ça. Donc, 2 histoires que je vais vous partager aujourd'hui, qui ont eu lieu avec 2 anciennes relations. Et on va commencer par la première histoire avec le tout premier amour de ma vie, donc c'est-à-dire la toute première fois que j'ai été en couple, à une relation de couple qui avait duré 3 ans, avec une femme en qui j'avais une confiance absolue. À cette époque, pour vous dire, je voulais même me marier avec elle, hein. C'était un projet très sérieux. C'était une femme avec qui je voulais me marier. C'était une femme que je considérais être la potentielle mère de mes enfants, pour vous dire à quel point j'étais sérieux dans la démarche. C'est une femme que je n'ai jamais trompée, c'est-à-dire je n'ai jamais triché vis-à-vis d'elle. Je suis jamais allé voir ailleurs. Je suis pas allé draguer d'autres femmes. Je n'avais pas de compte Tinder en douce qui tournait à son insu. Et pourtant, malgré ses vertus, malgré ce respect que je lui témoignais, malgré le respect que j'avais vis-à-vis de mes valeurs, le fait est que ça ne l'a pas empêché de me tromper. Non seulement elle l'a fait, mais en plus de ça, elle l'a fait à 2 reprises. C'est-à-dire que c'était pas un accident, c'était pas une occurrence. C'est arrivé à 2 reprises, et peut-être même que c'est arrivé à plusieurs autres reprises sans que je ne le sache, parce que les 2 fois où c'est arrivé, c'est moi qui l'ai découvert. Et je vais vous dire comment j'ai fait pour le découvrir. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois sur ce podcast, je m'appelle Mike, je suis entrepreneur, je suis expert dans les relations hommes-femmes depuis maintenant une quinzaine d'années, à travers ma marque Dragueur de Paris, à travers une marque internationale qu'on est également en train de lancer, et je possède plusieurs marques, dont un cabinet de marketing et copywriting où on travaille avec des entrepreneurs ou des personnes qui souhaitent augmenter leurs revenus. Vous avez toutes ces infos qui se trouvent en description de ce podcast. Vous retrouvez facilement, il suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. On va commencer tout de suite par la première histoire que je vais vous partager. Comment j'ai su que j'ai été trompé, et puis surtout, pourquoi ? Parce que c'est ça la vraie question. Pourquoi une femme trompe son mec ? Et non, une femme ne le fait pas forcément parce qu'elle est malheureuse, parce que le couple est en fin de vie, ou parce que la vie sexuelle ne se passe pas bien. C'est beaucoup plus insidieux que ça. Et vous allez voir, ça va presque vous choquer d'ailleurs, la raison, mais pour en avoir discuté avec d'autres hommes, c'est quelque chose que je n'ai pas été le seul à venir. Donc très rapidement l'histoire, ça a été ma première relation de couple. On s'est mis ensemble pendant à peu près 3 ans. La première fois où c'est arrivé, où j'étais trompé, c'était au bout de 9 mois, 1 an de relation, grosso modo. Comment ça s'est passé ? Alors, à cette époque-là, c'était il y a déjà un petit moment, à cette époque-là, le réseau social qu'on utilisait le plus, c'était Facebook. Donc aujourd'hui, c'est Instagram, demain, ce sera sûrement autre chose, mais à cette époque-là, c'était Facebook. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un mec qui laissait des likes et qui laissait des commentaires sur chacune de ses publications et chacune de ses photos. Mais de manière, c'est-à-dire, c'était pas juste un PNJ, un personnage non joueur, pour ceux qui découvrent le jargon, qui laissait des commentaires. C'était pas le compte base qui disait ouais, t'es bonne, ouais, t'es magnifique, comme on le voit sur Instagram. Parce qu'Instagram est rempli d'abrutis congénitaux, de PNJ qui laissent des commentaires comme ça. Non seulement ça sert à rien, mais en plus les mecs sont littéralement en train de baisser leur propre valeur. Et après, c'est les mêmes mecs d'ailleurs qui vont s'étonner de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un, alors qu'en fait, ces mecs-là, ils ont juste aucune valeur, aucun respect pour eux-mêmes.
Donc, je voyais cette personne-là qui laissait des commentaires sur un ton un peu familier et je me suis dit, bah, peut-être qu'ils se connaissent. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, bah, à un moment, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, bah, tiens, il y a un mec là qui s'appelle Julien, donc il s'appelait Julien, le mec en question, qui a souvent des commentaires. Qui c'est? Comme ça, est-ce que tu le connais? Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ça, c'est une qualité que j'ai et qui m'a beaucoup servi dans ma vie, c'est qu'en fait, j'ai tout de suite senti qu'elle esquivait le sujet. C'est-à-dire qu'elle me répondait quelque chose de bateau. Donc, c'est-à-dire dans le contenu, je sais plus exactement ce qu'elle me disait, mais grosso modo, c'était en mode oh non, c'est un mec que j'ai rencontré une fois en soirée. Grosso modo, c'est ça. Mais en fait, dans le ton de voix, dans la façon dont elle en parlait, je sentais qu'elle esquivait le sujet. Et du coup, il m'en a pas fallu plus pour me dire qu'il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose. Et ça a été ça a été le point de départ. À partir de là, je me suis dit, ok, ce mec-là, si elle essaie d'esquiver le sujet, c'est qu'il y a forcément un truc. Et à mon avis, ils se connaissent. Et plus tard, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, ce mec-là a laissé un commentaire un peu plus, insistant sur Facebook. Il avait laissé un commentaire du type Bella, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'en fait, non seulement elle a lâché un cœur à son commentaire, mais en plus, elle lui a répondu. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai réagi. Parce que je dis, attends, comment t'es en train de parler à ma copine là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai répondu à son commentaire, essayez de deviner un petit peu, pour ceux qui connaissent mon podcast, à quelle sauce je lui ai répondu. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime la provoque. Bah, naturellement, j'ai fait un petit peu de provoque. Donc, ce que j'ai répondu, je lui ai tout simplement répondu un coup de main peut-être, Julien, point d'interrogation. Et je pense que, honnêtement, il le méritait bien. Parce qu'à cette époque-là, bon, je vous parle d'une histoire d'il y a plus de 12 ans quand même. J'avais 22 ans à l'époque. Et moi, je voyais ce mec-là qui parlait à ma copine comme ça. Je dis non, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais à la rigueur, c'est pas tellement contre le mec que j'étais énervé. C'était plus la réaction de ma copine de l'époque qui a suivi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui s'est passé, c'est que donc elle a vu mon commentaire. Non seulement elle l'a effacé, parce que je suis allé voir une heure plus tard et j'ai vu que comme par magie, mon commentaire était effacé. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai remis. J'ai remis mon commentaire. Je dis, attends, il y a peut-être eu un bug, je sais pas quoi. Et je l'ai remis. Sauf que là, 10 minutes après, le commentaire, il redisparaît. Donc là, je me dis, c'est sûr, c'est elle qui l'a supprimé, c'est impossible. Et donc, je vais lui en parler. Je dis, attends, tiens, là, il y a Julien, là, le mec dont on parlait l'autre fois, qui a laissé un commentaire. Moi, ça ne m'a pas plu. Du coup, j'ai posté, est-ce que c'est toi qui a supprimé le commentaire? Et là, à ma grande surprise, elle me dit, non, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai rien supprimé du tout. Elle m'a dit, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire que de supprimer des commentaires. Et ensuite, elle a embrayé pour me faire culpabiliser. Et à l'époque, comme j'étais très amoureux, bah en fait, je me suis fait assez facilement piéger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah après, elle a vêtu la carte du bourreau et de la victimisation. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis fait traiter de mec possessif. Elle m'a dit que j'étais possessif, que j'étais jaloux, que c'est juste un mec qu'elle a rencontré en soirée. Et de mêler de mes affaires, grosso modo. Elle n'a pas dit avec ces termes-là, mais grosso modo, ce que ça voulait dire, c'est mêle-toi de tes affaires. Et là, ça ne m'a pas plu. Là, j'étais en pleine dissonance cognitive. Parce que d'un côté, c'est la femme que j'aime, donc j'attends un certain respect. De l'autre, je suis extrêmement déçu de sa réaction. Mais de l'autre côté, je suis aussi très amoureux de cette femme. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je commence à être en pleine dissonance cognitive. Je bug.
Je bug parce que je ne sais pas quoi faire. Et c'est dans ces moments-là, d'ailleurs, petit aparté, ça c'est un message que je donne souvent à mes coachés, c'est à ce moment-là que c'est aussi important d'avoir quelqu'un, ça peut être un coach, un mentor, qui vous voulez, mais d'avoir une personne qui connaît le sujet et qui est capable de vous dire quoi faire et de vous driver correctement. Et à cette époque-là, donc il y a plus de 12 ans, je n'avais personne. Ou plutôt, je dirais, je pense que c'est un peu comme vous qui écoutez ce podcast, j'avais mes amis à qui je pouvais parler de ce sujet, mais en fait, mes amis n'y connaissaient rien. C'est ça le problème. Ils n'y connaissaient rien. Ce n'était pas leur spécialité, ce ne sont pas des experts en relations hommes-femmes, ce ne sont pas des experts en séduction. Donc quand je leur demandais des conseils, en fait, j'avais des conseils bateaux, quoi. Des conseils genre te prends pas la tête, laisse faire les choses, c'est passager, c'est une crise, ça va le faire, etc., etc. J'ai eu droit à tous les mantras de Monsieur Tout-le-Monde, mais in fine, ça ne m'aidait pas. C'était là tout le problème. J'étais seul face à ce problème et absolument personne n'était en capacité de me dire quoi faire et de me donner les bons conseils. Et je pense que si à ce moment-là, j'avais eu une personne comme ça, c'est pour ça que j'ai créé DDP, pour permettre à d'autres hommes de ne pas faire les erreurs que j'ai moi-même fait dans le passé. Si à ce moment-là, j'avais un mentor, un coach qui pouvait me dire quoi faire et qui connaissait le sujet, je pense que j'aurais économisé 2 années de souffrance qui ont suivi après et que je vais vous dévoiler après, avant de vous dévoiler la deuxième histoire qui est peut-être encore plus horrible d'ailleurs. Donc du coup, là je suis dans une espèce de schizophrénie. Donc traité de possessif, machin, mais en plus de ça, le commentaire a dit non, je comprends pas, c'est un bug, je sais pas quoi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je le reposte une 3e fois. Je remets encore une fois le 3e commentaire. Et là, c'est là qu'elle commence à s'énerver. Parce que du coup, le commentaire, il est supprimé. Et là, elle me dit que c'est elle qui l'a supprimé. Et elle me dit, non, mais t'as pas à parler comme ça à Julien. Stop, quoi. Et là, je lui réponds, pardon, je suis désolé, on est ensemble. Le mec, il te fait ouvertement la cour devant tout le monde. Pour toi, c'est normal. Et évidemment, elle esquive la question et je me refais traiter de mec possessif, etc. Alors qu'en fait, c'est simplement une question de respect. Quand on est en couple avec quelqu'un, votre copine, elle doit être dans votre camp. Elle ne doit pas défendre un nobody qui laisse des commentaires sur Internet en l'appelant Bella. Ça n'a pas de sens. Et comme ça n'avait pas de sens, et vous allez voir, c'est dans les prochaines minutes que je vais commencer à vous dévoiler les choses horribles que peuvent vous cacher les femmes. Et je dis pas ça de manière un peu... je dis pas ça pour vous déprimer. Mais ce que je veux vous dire par là, et ça je l'ai vécu plusieurs fois dans l'expérience, c'est ne prenez jamais pour argent comptant ce que peut vous raconter quelqu'un, notamment une femme en termes de relation homme-femme, et toujours vous donner le temps de jauger, d'évaluer si effectivement ce qu'elle dit est vrai ou pas. Là, à ce moment-là, j'ai la puce à l'oreille, parce que je me dis, c'est quand même bizarre, et mettez-vous à ma place. Mettez-vous 2 minutes à ma place. C'est quand même bizarre que ma copine défende un mec qu'elle a soi-disant rencontré en soirée contre moi. C'est bizarre, non? C'est pas un simple inconnu. C'est pas possible. Et donc, du coup, je le lui dis. Je lui dis, c'est pas cohérent ce que tu es en train de faire. Il y a un bug là, il y a un bug dans la matrice. Et là, pareil, devinez ce qu'elle m'a répondu. Vous le devinez. Je me pose trop de questions, je suis un jaloux possessif, blablabla, blablabla. Donc du coup, on repart pour un tour comme ça. Et donc ça se finit là-dessus. Et bien évidemment, il y a une espèce de tension qui commence à se créer dans le couple. Parce que je sens qu'il y a un truc qu'elle ne m'a pas dit. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sens qu'il y a quelque chose.
Je sens qu'elle ne me dit pas tout. Et ce qui me fait d'autant plus mal, il y a deux choses qui me font d'autant plus mal. La première, c'est qu'à cette époque-là, je suis très amoureux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est une femme en qui j'ai une confiance absolue. Et vous l'auriez vu, un apéro ou un dîner, un resto, ou ce que vous voulez, c'est le genre de femme, quand vous la rencontrez, vous vous dites, c'est une femme de confiance. C'est la raison pour laquelle j'avais une totale confiance en elle. Je m'étais dit, c'est au fond une belle personne, c'est une personne avec des valeurs, c'est une personne stable, posée, droite dans ses bottes. Donc c'est une personne en qui je peux avoir confiance. Mais là, j'étais en dissonance cognitive parce que d'un côté, j'avais envie de croire que je peux lui faire confiance. J'avais envie d'y croire. Mais mon instinct me disait, ça pue. Mon instinct me disait, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc au début, j'ai essayé d'être dans le déni au début. C'est-à-dire j'ai essayé de me dire non, mais c'est moi qui suis parano, c'est moi qui me fais des histoires, je vois les choses trop loin, je suis trop négatif. Je me suis dit ça. Mike, t'es trop négatif. Sois positif. La méthode Coué. Ça, toutes les merdes de développement personnel que vous pouvez voir sur Internet, qui sont, et je le dis ouvertement, des grosses merdes. La méthode Coué, les machins, c'est de la merde, si vous jurez par ce genre de méthode. Non, il faut quand même être un minimum réaliste, il ne faut pas être con, il ne faut pas être naïf. Mais à cette époque-là, bien évidemment, j'y connaissais rien, c'était il y a plus de 12 ans. J'ai essayé la positivité, j'ai essayé de relativiser, etc., etc. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas lutter contre votre instinct qui vous dit que ça pue. Et votre instinct, généralement, il a raison. Parce que votre instinct, il voit, il comprend des choses que votre conscient ne voit pas. Ça, c'est dans le matériel que je vous explique chez DDP. Chez DDP, je vous explique à faire la différence entre le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est 10% de votre puissance cérébrale. Le conscient, c'est ce que vous conscientisez, par définition. Mais l'inconscient, c'est les 90% cachés de votre cerveau qui tournent en back-office et qui vous donnent des signaux en se basant sur tout un tas de data, de données qui ont été vues, entendues, comprises par l'inconscient de votre cerveau et qui va verbaliser ça sous forme d'énergie. Si je vous fais une métaphore, c'est un petit peu comme les ordinateurs. Le conscient, c'est votre écran de bureau Windows. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez fait des études en informatique, puisqu'à la base, je suis ingénieur informaticien, je suis entrepreneur aujourd'hui depuis plusieurs années, mais à la base, j'ai fait 5 ans d'études en ingénieur informatique et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie aéronautique. Je travaillais chez Atos, j'ai travaillé chez Airbus, j'ai travaillé chez Bull Informatique, j'ai travaillé à la direction générale de l'armement. Ça, c'est les boîtes pour lesquelles j'ai travaillé. Et il y a toujours un énorme delta entre ce que vous voyez et ce qu'il y a derrière. Donc, par exemple, dans l'informatique, il y a une énorme différence entre ce que votre écran Windows vous affiche et les millions de lignes de code qui tournent derrière. Bah, c'est ça, en fait. Le cerveau fonctionne de la même façon. Le cerveau conscient voit le bureau Windows, mais votre cerveau inconscient, il processise dans le back-office des données, des choses que vous ne voyez pas. OK ? Donc, du coup, j'ai essayé de lutter contre ça, mais je n'y arrivais pas, parce que l'inconscient est toujours plus fort que le conscient. Quand votre inconscient vous dit que ça pue, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez au niveau conscient, ça ne marchera pas. C'est pour ça que le déni, c'est une solution qui est toujours temporaire. Si votre profil Tinder ne marche pas, vous pourrez essayer dans le déni autant que vous voudrez. Votre inconscient vous rappellera alors en vous disant que vous ne faites pas les bonnes actions pour avoir un profil qui marche. OK ? Et ça vaut pour tous les domaines de vie. Donc ensuite, je vais vous avouer un truc controversé, accrochez-vous bien. J'ai fait une action qu'on pourrait qualifier de... comment je pourrais qualifier ça ? De discutable, mais qui m'a permis de découvrir la vérité. Alors, est-ce que j'ai bien fait ou pas ? Il n'y a pas de réponse clair à ça. Je pense qu'en écoutant ce passage, il y aura autant de personnes qui diront que j'ai bien fait, il y en aura d'autres qui diront que non. OK ?
Donc, je vais vous dire l'action que j'ai fait qui m'a permis de découvrir la vérité et je vais vous dire surtout qu'est-ce que j'ai découvert. Et vous allez voir, accrochez-vous bien, ça va vous transpercer, littéralement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais ce doute qui vraiment était toujours là. Malgré tous les signaux conscients que, voilà, on s'écrivait tous les jours, on se voyait souvent, on se disait je t'aime, etc. Enfin, c'était des trucs assez profonds. Donc, c'est-à-dire, d'un point de vue conscient, mon cerveau pourrait être content. Mais inconsciemment, ça continue de me travailler. Il y a un truc qui clochait. Donc, ce que j'ai fait, à un moment, elle est partie à la douche et je me suis débrouillé pour avoir le code de déverrouillage de son téléphone. Comment j'ai fait? Je vais vous dire, c'est très simple. En fait, j'ai tout simplement, j'ai fait 2 choses. Première chose, pour le téléphone, comment j'ai fait? À un moment, on était sur le lit en train de discuter et puis j'ai demandé de me montrer un truc sur son téléphone et puis j'ai tout simplement regardé les chiffres qu'elle écrivait pour déverrouiller son téléphone. C'était aussi bête que ça. Première chose. Deuxième chose également, ce que j'ai fait, là pareil, je vous avais prévenu, c'était controversé, mais c'est ce qui m'a permis de découvrir la vérité. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose pour son Facebook. J'avais très envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière son Facebook. Donc je me suis débrouillé pour avoir accès à son Facebook. Et il y a 2 méthodes qui fonctionnent pour ça. Et je vous les donne, c'est cadeau. Première méthode, c'est un moment, je sais pas, vous êtes sur le PC, puis vous voulez que quelqu'un aille sur son Facebook. Là, c'est très simple. Vous dites, tiens, vas-y, connecte-toi. Vous regardez les adresses email qu'elle écrit et puis vous regardez les touches qu'elle appuie pour le mot de passe. C'est aussi simple que ça. Ok, première technique. Deuxième technique qui est plus sournoise, mais qui fonctionne aussi. Vous installez un enregistreur de frappe de clavier sur votre PC et vous demandez à une personne de se loguer depuis votre PC. Et l'enregistreur de frappe, il va enregistrer évidemment l'adresse email et juste après, le mot de passe. Voilà la technique un peu dark pour avoir les identifiants d'une personne. Et je vous l'avais dit, ce serait controversé, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que j'en suis fier ou pas? Je ne sais pas. Ça se discute. Je n'ai pas d'avis arrêté sur cette question. Par contre, je vais vous dire maintenant ce que ça m'a permis de découvrir. Et à ce moment-là, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Il n'y a pas de position claire. Mais ce que j'ai découvert m'a horrifié, clairement. Première chose que j'ai découvert sur le téléphone. J'ai découvert que tous les jours, elle échangeait avec le mec par SMS. Qu'est-ce qui s'envoyait comme SMS? C'était des préliminaires. C'était sexualisation plus. Le mec qui envoyait des textos du type quand on va se voir et qu'on sera seul, je vais embrasser ton cou par derrière et tu vas commencer à gémir, blablabla. En gros, c'était ça. Et elle, c'était à peu près la même chose. Je vous jure, cet épisode m'a fait très très mal. J'ai vu ma copine, sur son téléphone, j'ai vu envoyer des textos à ce mec où il y a écrit des textos du type « J'ai envie qu'on soit seul dans une pièce et que tu m'embrasses partout, que tu m'enlèves tous mes vêtements, etc. etc. » Je vous jure que quand j'ai lu ça, j'ai été habité par un sentiment de colère et de tristesse que vous n'imaginez même pas. Je pense que ça a été un des moments de ma vie où j'ai eu le plus mal. Vraiment. Et rien que d'en parler, il y a des émotions de tristesse de l'époque qui me reviennent. Mais je souhaite ça à personne, honnêtement. Je souhaite ça à personne de découvrir ce genre de choses avec une femme dont vous êtes amoureux, dont vous accordez la plus totale confiance et que vous considérez être potentiellement la mère de vos enfants. Je vous jure que le jour où vous découvrez des trucs comme ça, ça fait très très mal, clairement. Parce que là, c'était pas juste du sexe, là c'était vraiment... ça allait au-delà, quoi. Mais c'est pas ça le pire, messieurs, ou mesdames, s'il y en a qui écoutent. C'est pas ça le pire. Le pire que j'ai découvert, c'est sur son Facebook. Accrochez-vous bien. Je vous ai promis du piquant, mais là, ça a été encore pire, ce que j'ai découvert sur son Facebook.
Donc, je me suis connecté sur son Facebook. Évidemment, j'ai vu qu'elle échangeait avec le mec. Bon, vu ce que j'avais déjà vu sur son téléphone, je vais dire, ça a fait que remuer le couteau dans la plaie. Mais ce que j'ai découvert, c'est que elle en parlait avec sa meilleure amie fille. Et oui. Mais attention, c'était pas n'importe qui, sa meilleure amie fille. Sa meilleure amie fille, c'est une personne que je voyais régulièrement, avec qui on faisait régulièrement des soirées, avec qui je parlais beaucoup. Vous imaginez ça? Vous découvrez que non seulement votre copine vous l'a fait à l'envers, mais qu'en plus de ça, sa meilleure amie vous l'a fait à l'envers aussi. Et en fait, ce que j'ai vu dans leur discussion, c'est qu'en fait, elles étaient en train de... en gros, ce qui se passait, le mécanisme qui était à l'œuvre, c'est que officiellement, elle était avec moi, mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle évaluait ses options ailleurs. C'est ça qui se passait. Et elle incluait sa meilleure amie dedans. Et sa meilleure amie, comment dire, pour être très clair là-dessus, il n'y avait aucun dénigrement envers moi, mais c'était entièrement tourné vers les autres mecs, vers les autres potentiels de rencontres, vers les autres, vers les autres options finalement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu ça et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais presque juste une option, quoi, finalement. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand j'ai vu ça, en plus du sentiment de colère et de tristesse dont je vais vous partager, je me suis dit, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que la personne que je pensais connaître, en fait, je ne la connais pas. Je ne la connais pas du tout. Je me suis lourdement trompé. Fait une erreur colossale. Ce n'est pas la femme que je pensais être. Et donc, clairement, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé après? Mettez-vous à ma place. Vous êtes en couple. Ok, vous faites quelque chose de borderline pour regarder ce qui se passe derrière. Ok. Et vous découvrez ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et à ce moment-là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. J'étais seul face à ça. Bien évidemment, j'en ai parlé avec mes amis. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils me disent, mes amis? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils me disent? Ils connaissent pas le sujet. Ils n'ont pas d'expertise particulière dans le milieu. Donc, en fait, la seule chose qu'ils vont me dire, c'est « essaie de discuter avec elle. Oh, qu'est-ce qu'elle est conne. Ah, mais t'aurais pas dû accéder pour voir ce qu'il y a derrière. Ah, nanani, nanana. Ok, super. Merci pour le jugement. Mais maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Personne n'avait la réponse. Donc, en plus de ces sentiments que je vous ai partagés, je peux vous dire que je me sentais très, très seul. Donc, ce que j'ai fait, c'est... j'ai improvisé. J'ai improvisé et, évidemment, j'ai fait beaucoup d'erreurs, clairement. Clairement. Je pense que si à cette époque-là, j'avais un mentor qui aurait pu me driver pour me dire « fais ci, fais ça », je pense que l'histoire aurait peut-être eu une autre issue. Ou en tout cas, si elle s'était terminée plus tôt, que ça m'aurait permis de rebondir plus tôt. Parce que ce qui s'est passé après, c'est que malgré ça, j'ai encore passé 2 années avec cette femme. On a été pendant 2 ans ensemble. Donc peut-être qu'en fait, si à cette époque-là, j'avais eu ce mentor, peut-être qu'en fait, la relation se serait arrêtée beaucoup plus tôt. Peut-être que j'aurais pu éviter un paquet de souffrances, et notamment une autre que je vais vous partager après, et celle-là, elle va vous scier sur votre siège. In fine, au bas mot, j'aurais probablement économisé 2 années de ma vie minimum. Et je peux vous dire que c'est colossal quand on est jeune. Donc, je me suis débrouillé tant bien que mal, et ce que j'ai fait, c'est que je le lui ai dit. C'était peut-être pas le truc le plus intelligent à faire. Si c'était à refaire, je pense que je l'aurais fait différemment. Parce que maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience aujourd'hui, donc je sais que c'était pas le meilleur move, clairement. Mais j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux à l'époque vis-à-vis de ce que je pensais être juste. Et puis surtout, ce qui a fait que j'ai décidé de lui en parler, c'est que c'était plus possible d'avancer avec un tel truc.
c'est plus possible de faire semblant. Je ne peux pas faire semblant. J'y arriverai jamais. Donc là, je lui en parle. Devinez comment elle réagit. Au début, elle est dans le déni. Je vous jure, c'est déni absolu. En fait, là, ce jour-là, j'ai découvert le vrai visage de cette femme que je pensais connaître. En fait, je me suis rendu compte que ce que je pensais qu'elle était, c'est-à-dire une femme de valeur, une femme de confiance, en fait, je me suis rendu compte que c'était une mytho intégrale. Une femme qui s'inventait tout pour que ça aille dans son sens. Et même à ce moment-là, face à l'évidence de ce que j'ai vu, que je lui ai dit, elle était dans le déni, elle m'a dit que j'allais trop loin, et elle m'a dit que j'étais un paranoïaque. Je me suis fait traiter de paranoïaque alors que j'ai vu les preuves. Vous voyez jusqu'où sont prêts à aller les gens face à l'évidence même. Jusqu'où ils sont prêts à aller dans le déni. Vous voyez ça? Eh bien évidemment, j'ai pas lâché le truc. Et ce qui s'est passé, c'est globalement, je suis parti dans tous les sens. Je lui ai dit que je pouvais plus lui faire confiance, que c'était fini. Et on a fait une pseudo-séparation à ce moment-là, sauf qu'en fait, une journée après, j'ai craqué, donc je l'ai rappelé. Je me suis excusé, pour vous dire jusqu'où je suis prêt à aller. Rappelez-vous, j'étais fou amoureux de cette femme. Je me suis excusé, alors que c'était pas à moi de m'excuser. Mais je me suis excusé. Vous voyez jusqu'où j'étais prêt à aller? Donc je me suis excusé, puis après elle, comme elle était très forte, elle s'est excusée aussi, forcément, pour faire un petit peu de réciprocité. Et puis, in fine, à force de discuter, j'ai pu avoir le fin mot de l'histoire. En fait, ce mec-là, c'était tout simplement un ex. Elle ne me l'a jamais dit, bien sûr. Mais pire que ça, c'était un ex, en fait, qu'elle convoitait avant qu'on se mette ensemble. Et ça ne s'est pas fait. Alors, je ne saurais jamais la vraie raison, mais mon hypothèse, c'est que ça ne s'est pas fait parce que ce mec-là, comme c'était un mec qui maîtrisait très bien le game, en fait, c'était un mec qui avait le choix avec d'autres femmes. Donc, c'était un mec qui était dans l'abondance. Et en fait, tout simplement, il ne voulait pas s'engager en couple vis-à-vis de cette femme. Je pense qu'elle le voulait, mais lui, non. Et peu après, on s'est rencontrés, donc c'est là qu'on s'est mis ensemble. Mais au fond d'elle, il y avait encore ce sentiment d'inachevé avec ce mec-là. OK? Et ensuite, ce qui fait que je suis sûr à 100% d'avoir été trompé. Bien entendu, je n'étais pas dans la pièce, donc il n'y aura jamais de certitude à 100%, mais j'en suis quand même sûr à 100%. C'est que je sais qu'ils se sont vus au moins 2 fois durant cette période-là, parce que je l'ai vu justement dans les échanges Facebook, texto, etc. Donc je sais qu'ils se sont vus au moins 2 fois. Et quand je le lui ai dit, bien sûr, elle m'a dit que non, on a juste bu un verre et qu'il y avait un peu de tension, mais qu'il ne s'est rien passé. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais moi, je n'en crois pas un mot. Vu tout ce que j'ai découvert, vu son comportement dans le déni, vu le mensonge qu'il y avait, je n'en crois pas un mot. Et ils ne sont pas vus 2 fois pour les bons inverses. C'est juste impossible. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis ensuite, au bout d'un moment, alors je ne sais plus exactement comment ça s'est déroulé, mais la conclusion qu'il y a eu après, c'est qu'après qu'il se soit vu la 2e fois, en gros, elle m'en a plus reparlé. Et le mec, je ne l'ai plus vu poster sur son mur Facebook. Donc en fait, mon hypothèse, c'est je pense qu'ils se sont vus, je pense qu'ils ont couché ensemble, et je pense qu'ils ont, consommé ce qu'ils voulaient consommer. Donc c'est-à-dire du désir charnel quelque part. Donc ils ont consommé ce désir-là. Et une fois consommé, voilà quoi. C'est comme si vous avez envie d'aller au McDonald's pour manger un Big Mac, qu'on vous l'interdit pendant 1 an, pendant 2 ans, et d'un coup on vous dit allez vas-y va bouffer le Big Mac. Vous le mangez 1 fois, vous le mangez 2 fois, et puis en fait au bout de 2 fois, c'est bon. J'ai mangé mon Big Mac, je n'ai plus besoin. Et depuis ce jour, j'en ai plus jamais entendu parler. Donc voilà comment ça s'est passé, mais comme je vous l'avais dit, c'est arrivé une 2e fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la même personne. Donc ensuite, la relation a duré 2 années plus tôt. 2 années de plus, pardon.
Et après cette deuxième anecdote, je vais vous partager les signaux, comment détecter qu'une femme potentiellement vous trompe sans tomber dans le piège de la paranoïa. Et surtout, la grande leçon controversée que j'en retiens, qui n'engage que moi, vous avez le droit d'être d'accord ou pas, ça je m'en fous, mais je vous la donne à la fin de ce podcast. La deuxième fois ensuite que c'est arrivé, ça a été vers la fin de la relation. Donc je vais avancer sur certains détails parce que sinon j'en aurais pour 3 heures, l'audio serait beaucoup trop long. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a habité pendant un an ensemble et finalement on décide d'arrêter d'habiter ensemble et du coup on prend deux studios séparés. Et puis ensuite on se sépare pendant quelques semaines et puis finalement on se rend compte qu'on est très amoureux l'un de l'autre et finalement on se remet ensemble et entre guillemets tout va bien. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant les 3-4 derniers mois de la relation, je traverse ce qu'on pourrait appeler une lente, très lente descente. La descente aux enfers, on pourrait presque l'appeler. C'est-à-dire qu'en fait, et ceux qui l'ont déjà vécu, ça va tout de suite vous parler parce que je pense qu'on a été très nombreux à avoir vécu ça. Et moi, à l'époque, c'était la première fois que je voyais, donc que je le vivais, donc moi, j'y connaissais rien à cette époque-là. Ce que je vivais et ce que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà vécu, c'est cette sensation où vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne savez pas pourquoi. Il y a une très lente, progressive et inexorable descente du niveau d'implication, du niveau d'intérêt de votre copine dans le couple. Vous ne savez pas l'expliquer, vous ne savez pas dire exactement pourquoi, vous ne savez pas dire exactement comment, mais votre instinct vous fait ressentir qu'il y a cette lente descente aux enfers progressive qui ne s'arrête pas. Et ça crée le doute en vous, parce que vous vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que je me fais des idées ? Est-ce que je deviens paranoïaque ? Ou est-ce que effectivement la relation est en train de progressivement se terminer ? À cette époque-là, encore une fois, la confiance, ça fait partie de mes valeurs fortes. À cette époque-là, je relativise. Et d'ailleurs, j'en reparle, je demandais conseil à des amis à l'époque. Et à l'époque, mes amis me disaient « Non, mais tu te fais des idées, ça va le faire, c'est cool, reste toi-même. » Sois pas parano, sois pas négatif, etc., etc. Donc, bien entendu, tout le monde me rabâchait ces mantras et je n'avais personne capable de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Parce qu'à l'époque, là, en plus, les seules personnes qui potentiellement auraient pu m'aider, c'était les pick-up artistes de la communauté de séduction, parce que vous le savez que ça fait 15 ans que je suis dans la communauté de séduction. Sauf qu'en fait, le problème des pick-up artists, c'est qu'en fait, ils ne sont jamais en couple. Ils sont très très bons pour faire illusion, pour faire semblant et pour arriver à choper. Mais ils sont très mauvais en termes de relationnel, en termes de relation homme-femme. Ils sont très mauvais là-dessus. Donc en fait, vous leur demandez conseil, ils vous seront d'aucune utilité. Ou alors, ils vont vous répondre des phrases type « une de perdue, 10 euros trouvés ». Je crois qu'il y en a un qui m'a sorti ça d'ailleurs une fois. En mode oh, tu sais, Mike, même si ça se termine, imagine les autres nanas que tu vas choper après. Il me disait ça. Et j'avais envie de lui répondre, mais espèce de couillon, je m'en fous de choper 10 autres nanas. C'est elle que je veux. Je m'en fous des autres. Ce que je veux, c'est elle. Donne-moi des conseils pour améliorer la relation qui, je sens, bat de l'aile. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je le sens dans mes tripes, je le sens dans mon instinct. Donc du coup, personne pour mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Maintenant, aujourd'hui, je le sais. Mais à cette époque-là, il y avait personne qui était capable de faire ça. Donc j'ai vécu une très lente descente aux enfers qui s'est terminée, je m'en rappelle encore, quelques jours avant Noël. Je peux vous dire que j'ai passé un très bon Noël juste après. Quelques jours avant Noël, où en fait, un jour, j'étais au travail. Je m'en rappelle, je vais vous raconter cette scène, ça va vous scier. Et je vais vous dire la tête que j'ai fait ensuite avec mes collègues de travail, parce qu'en fait, donc j'étais au travail, j'étais chez Airbus, parce que je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé 10 ans dans l'ingénierie aéronautique. À l'époque, j'étais sur le site de Airbus Hélicoptère à Marignane, à côté d'Aix-en-Provence.
la ville où j'habitais à cette époque-là. Et j'étais en train de travailler, donc je sortais d'une réunion, et puis là, mon téléphone vibre. Je dis, euh, il vibre que pour les SMS. Et à cette époque-là, les seules personnes qui m'envoyaient des SMS, c'était mes parents et ma copine de l'époque. Donc je me dis, c'est sûrement important. Je regarde, je vois un texto, et il y a écrit, Mike, j'ai quelque chose à te dire, 3 petits points. Est-ce qu'on peut s'appeler? Et là, je me sens pas bien. Mettez-vous à ma place. Imaginez à quel point... Imaginez la boule au ventre que je sentais à ce moment-là. Là, à ce moment-là, en fait, l'instinct avait déjà compris ce qui était en train de se passer. Mais par contre, c'est pas encore arrivé au niveau du conscient. Mon instinct a compris que ça y est, c'est la fin. C'est l'aboutissement des 4 mois de descente aux enfers que tu as vécu. Mon conscient était là. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et je sentais que on allait s'appeler et que j'allais avoir mal. Donc on s'appelle. Et au début, on se raconte des banalités, machin. Puis après, je lui dis, ok, du coup, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, il y a un blanc de 3 secondes. Et là, elle se met à pleurer. Et là, elle me dit, en fait, je sais pas comment te le dire. Et là, je fais merde. Et puis du coup, je lui fais, dis-moi ce que tu as à dire. Et puis là, elle m'annonce, elle me dit, voilà, c'est fini, comme ça. Et donc là, je peux vous imaginer ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Et en gros, on discute pendant 15 minutes. Donc après l'annonce de comme quoi c'est fini, alors qu'après c'est 4 mois de lente descente aux enfers, où on se voyait tous les 2-3 jours, hein, quand même, hein, juste pour vous dire. C'est-à-dire que instinctivement, je sentais que quelque chose ne se passait pas bien, mais on vivait normalement. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est-à-dire, on sortait ensemble, on allait au resto, elle voyait mes potes, je voyais les siens, etc. Donc, c'est-à-dire, on vivait une vie normale, finalement. C'est juste que instinctivement, je sentais que quelque chose se passait. Et vous allez voir que ce qui s'est passé, c'était peut-être pire que ce qu'il y avait tout à l'heure, d'ailleurs. Et donc, du coup, on discute, et puis, comme... là, je me prends plein de reproches dans la gueule, qu'elle se projetait avec moi et que finalement non, et qu'elle préfère rester célibataire. Ouais, c'est ça que je retiens. Elle m'a dit, je préfère rester célibataire. Je préfère me recentrer sur moi, me ressourcer avec moi-même. Donc, en gros, elle me ressort des trucs comme ça. Et puis après, ça se termine, voilà. Je t'enverrai les affaires par la poste, etc. Et on en reste là. Et là, dans ma tête, je pense que vous connaissez tous les 5 étapes du deuil. Donc là, à cette étape-là, je suis dans la sidération. Première étape du deuil, la sidération. Donc là, je suis sidéré. Et j'étais au travail, rappelez-vous. Hein, je pense ça devait être 11h du matin. Et j'arrive 2 minutes après au bureau, et je m'assois à mon bureau. Et il y a mes collègues qui me regardent. Ils me disent, ça va Mike, t'es tout blanc. Et là, je peux pas cacher mes émotions et je leur dis, je reviens. Et là, je sors, je vais dans les toilettes, je vomis et je pleure. Vraiment. J'ai pas beaucoup pleuré dans ma vie. Mais ce jour-là, putain, c'était dur. Et en plus, j'ai vomi pour vous dire à quel point j'étais mal. J'étais mal à ce moment-là. Et puis ensuite, je retourne au bureau et je vais voir mon chef. J'arrive et je lui dis, est-ce que je peux te parler en privé? Et mon chef, il était à un entretien à ce moment-là. C'est-à-dire, il discutait avec un de mes autres collègues. Et en fait, les deux, ils se sont regardés. En fait, ils ont compris qu'il s'est passé un truc grave. Et en fait, il y a même pas eu de ouais, dans un quart d'heure, s'il te plaît. Non. Je dis à mon chef, je lui dis, est-ce que je peux te parler? Le collègue est sorti et mon chef, il a rien dit. Il a compris que j'allais dire un truc fort. Et on ferme la porte du bureau et je lui dis la vérité. Je lui dis ce qui vient de m'arriver. Je lui dis, voilà, je préfère prendre une demi-journée là parce que là, ça va pas du tout.
Et il me dit ok, pas de problème. Voilà, il était cool, hein, mon chef. Et puis à ce moment-là, bah, je rentre chez moi et puis là, je suis dans un état. Enfin, je vais vous passer ce chapitre-là parce que vraiment, rien que d'en parler, ça me réveille des sensations très, très, très douloureuses. Mais ça n'a pas été le climax. Le climax est arrivé après. Le climax, c'est le paroxysme de la souffrance de ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé, en fait? Ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, je reçois un MMS. Parce qu'à l'époque, il me semble pas que WhatsApp existait encore à l'époque. À l'époque, c'était beaucoup SMS, MMS. Et je reçois un MMS de mon meilleur ami. Et là, il y a un texto, il a dit voilà, Mac, je suis désolé de t'envoyer ça, mais il fallait que je te l'envoie. Et en fait, qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'envoie une photo de mon ex-copine depuis 2 jours, qui donne la main au centre commercial à un mec. Et là, je fais putain. Elle m'a dit je préfère rester célibataire, mais en fait, elle n'est pas célibataire. Elle n'est pas célibataire. Elle a un autre mec. C'est ça qui s'est passé. Et là, je passe de la sidération à la rage la plus absolue que vous pouvez imaginer. Je pense que c'est un des épisodes dans ma vie où j'ai eu le sentiment de colère le plus fort. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est pas fini encore. Ce que je me suis rendu compte également, parce que je ne suis pas allé voir, je me suis rendu compte qu'elle m'a bloqué sur Facebook. Elle m'avait bloqué. Et du coup, j'ai utilisé un fake account pour aller voir son compte, puisque avec mon compte principal, elle m'avait bloqué. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait déjà plusieurs semaines, elle a mis à jour sa photo de profil sur Facebook. Et en fait, c'était une photo avec son nouveau mec, qu'elle avait mis il y avait déjà quelques semaines. Mais pire encore, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle a rencontré ce mec à l'époque sur Adopte un mec, sur un site de rencontre. Et là, mon monde de certitude s'est effondré. Je me suis rendu compte que mon instinct avait raison, que quelque chose se tramait, mais qu'en fait, c'était pire que ce que je croyais. Je me suis rendu compte qu'en fait, pendant plusieurs mois, elle a fait semblant d'être en couple avec moi parce qu'en fait, elle était en recherche active d'une autre option. Elle avait déjà décidé que la relation était terminée, mais plutôt que d'arrêter la relation pour partir chercher un autre mec, en fait, elle a choisi de garder cette branche d'arbre le temps d'en trouver une autre. D'où la fameuse citation qui dit « Les femmes sont comme des singes, elles ne lâchent pas une branche avant d'en attraper une autre ». C'est ce jour-là que j'ai appris à quel point cet adage-là était vrai. À cette époque-là, je me disais, ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben non, ça m'est arrivé en pleine gueule. Et voilà ce que j'ai vu. Donc là, vous imaginez que les 5 étapes du deuil parmi lesquelles je suis passé étaient inimaginables. La sidération, la colère, la rage que j'ai ressentie après. Et après, j'ai fait une dépression. Pendant plusieurs mois, je ne voulais plus voir personne, je ne voulais plus voir aucune femme. Je me disais, les relations, c'est de la merde. Une personne à qui tu fais confiance, en fait, est capable de te la foutre à l'envers, alors qu'en fait, tu pensais que c'était une personne de confiance. Et à ce moment-là, je l'avoue, j'ai un peu perdu foi en l'humanité, à ce moment-là, clairement. À cette époque-là, je ne croyais plus en rien. Je ne croyais plus en rien. Je me suis dit, l'amour, c'est de la merde. Les rencontres, c'est que de la souffrance. Les gens trichent, les gens mentent, les gens te la font à l'envers. Et j'ai traversé une période très sombre de ma vie où j'étais dans cet état mental-là. Et dernier truc aussi que j'ai oublié de préciser, quand j'étais dans cette étape du deuil où j'étais en colère maximale, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler. Donc, on s'est appelé.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est elle était là encore dans le déni. C'est-à-dire, elle me dit que non, mais ça fait très peu de temps qu'ils sont ensemble. Et là, je lui dis non, mais je sais tout, j'ai tout découvert. J'ai vu que tu avais un compte Adopte un mec. Il y a mon pote qui t'a croisé au centre commercial. Je sais que ce mec-là, ça fait un moment que tu le fréquentes. Arrête de mentir, dis-moi la vérité. Et elle m'a jamais dit la vérité. Elle m'a dit que c'est moi qui délirais, que j'étais paranoïaque, etc. Alors que j'ai vu tout ça. Pour vous dire jusqu'à quel point les gens sont prêts à aller dans le déni pour ne pas avoir à avouer ce qu'ils ont fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, malheureusement, c'est un des côtés sombres de l'humanité. L'un des travers de l'humanité, le déni, le refus d'admettre la vérité, le refus de voir la vérité en face, le refus d'assumer aussi. Et donc, voilà comment cette première relation s'était terminée après avoir été trompé à au moins 2 reprises. Et je peux vous dire que les mois qui ont suivi ont été extrêmement difficiles. Mais heureusement, j'ai rebondi. Ensuite je suis allé mieux, j'ai relativisé, j'ai travaillé sur moi. Je me suis entouré aussi, c'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance de s'entourer des bonnes personnes, non pas de PNJ qui connaissent rien au sujet, ou de vos amis, malgré tout le respect que j'ai pour vos amis sans les connaître, qui sont animés de bonnes intentions, mais qui fondamentalement n'ont pas la capacité de vous dire quoi faire et de vous conseiller, et encore moins de vous écouter, parce que malheureusement chez les hommes, la solidarité masculine, ça n'existe pas vraiment. Ça, vous le savez. C'est contrairement à la solidarité féminine. Et donc j'étais très seul pendant une période, mais ensuite j'ai rebondi. Et la bonne nouvelle, si vous aussi vous avez déjà traversé des épisodes comme ça, ou peut-être si vous êtes en plein dedans, il y a peut-être des hommes qui sont en plein dedans, qui sont en train de m'écouter, ce que je peux vous dire, pour vous donner une belle note d'espoir, et ensuite je vais vous donner la conclusion que je tire de cet épisode-là, ce que je peux vous dire, c'est que la lumière vient après les ténèbres. Et je sais que c'est pas facile à croire parce qu'à cette époque-là, j'avais une vision très noire de l'humanité de manière générale. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré ensuite des personnes bien mieux que mon ex, à tous les niveaux. Et même ma copine avec qui je suis aujourd'hui est 100 fois mieux à tous les niveaux que cette femme. Que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau maturité, que ce soit au niveau smart, que ce soit au niveau ce que vous voulez, elle est mieux à tout point de vue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après cette rupture-là, je pensais que jamais je ne retrouvais une femme qui combinait tout ce qu'elle combinait, parce que elle avait beaucoup de qualités. C'est pour ça que j'étais amoureux, je dirais même j'étais fou amoureux de cette femme. Donc à cette époque-là, je pensais que jamais je ne retrouverais mieux. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé beaucoup mieux, et pas qu'une fois. Il y a beaucoup de femmes après que j'ai rencontrées qui étaient beaucoup mieux. Et les relations suivantes, et notamment ma dernière qui avait duré 3 ans et demi, cette femme-là était mieux à tous les niveaux que ma première. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder espoir, même quand on traverse des périodes difficiles, parce que la lumière vient après, à condition évidemment de prendre les bonnes actions. Et je vais vous donner ma morale que je tire de cette histoire. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Au fond, je m'en fous, fondamentalement. Moi, je vous donne ma vision des choses par rapport à ça. La morale que j'en tire, il y a 2 choses, ou plutôt 2. Il y a 2 morales. La première morale, c'est seule l'expérience vous permettra de sélectionner la meilleure personne pour vous. Parce que je dois reconnaître que même si j'étais pendant plus de 3 ans avec cette personne-là, ce que je dois reconnaître, c'est que si j'avais eu beaucoup plus d'expérience, je ne me serais probablement pas mis avec elle. Parce que l'expérience m'aura permis de détecter en avance les signaux faibles de ce qui fait que ça n'aurait pas pu marcher, de détecter que cette personne n'était pas de confiance, de détecter que c'était pas la femme de mes enfants, et in fine de me faire gagner de précieuses années de vie pour aller vers d'autres personnes qui me correspondent le mieux. Première leçon. Deuxième leçon, pour sélectionner la meilleure personne pour vous, il faut être en abondance. Qu'est-ce que je veux dire par l'abondance? L'abondance, je le rappelle d'ailleurs, c'est comme ça qu'on nomme
notre programme principal VIP d'accompagnement. Vous pourrez trouver les infos sur dragueurdeparis.com, sur notre site. Être en situation d'abondance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez beaucoup d'opportunités et donc, ça veut dire que vous êtes détaché. Le détachement est un prérequis indispensable pour faire de bons choix de vie. Et à cette époque-là, encore une fois, j'étais très jeune, c'était il y a plus de 12 ans, donc ça commence à remonter quand même. Mais à cette époque-là, j'avais un peu d'expérience, c'est-à-dire j'étais au début de mon parcours de séduction. J'avais déjà couché avec quelques femmes, j'avais un peu d'expérience, j'étais déjà sur les communautés de séduction, certes, mais je manquais cruellement d'expérience, vraiment. Et